Bonjour, bonjour, bienvenue. Nous allons commencer dans 2 minutes. Alors pour ceux et celles qui expérimentent pour la première fois la plateforme de webinar Livestorm, vous allez être en mute pendant ce webinar. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas interagir les uns et les autres. Vous avez la possibilité de nous poser des questions via le module de questions, voire de chatter entre vous via le module de chat. Voilà, on se laisse 2 petites minutes pour attendre les retardataires et on démarre. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Comme je le disais, on va démarrer d'ici 1 minute. Et pour ceux qui expérimentent pour la première fois cette plateforme de webinar Livestorm, sachez qu'on va essayer d'être le plus interactif possible. Ça veut dire que vous allez pouvoir poser des questions via le module de questions. Vous allez pouvoir aussi échanger via le module de chat. Voilà, et on répondra à l'ensemble des questions tout au long du webinar et de toute manière à la fin. On démarre dans 30 secondes. Écoutez, c'est bon, on va démarrer. Alors, bienvenue à notre webinar sur la collaboration dans le secteur public. Un webinar au cours duquel on va vous faire découvrir comment les solutions de téléphonie et plus globalement de collaboration peuvent contribuer à la transformation des administrations, des collectivités, des associations, même des hôpitaux, puisque on a un certain nombre de représentants du monde de la santé aujourd'hui. Alors, c'est un sujet qui est au cœur d'actualité. Vous verrez, ce n'est pas un webinar technique. Certes, on y parlera de solutions, mais surtout, on abordera les bénéfices que peuvent en tirer vos équipes en vous appuyant sur des retours d'expérience concrets. Alors, je suis moi-même Nicolas Jacquet, je suis le directeur général adjoint de Foliatim, Foliatim étant un des associés du groupe Resadia. Alors, avant de vous dire un mot sur Resadia, sur ALE, sur le Conseil d'État ou sur l'UGAP, et de vous présenter l'agenda de ce webinaire, je voulais préciser certains points. D'abord, on va enregistrer cette présentation, donc vous y aurez accès par la suite et vous pourrez la partager, ça c'est le premier point. Vous pouvez poser vos questions et pour ça, je vous engage à utiliser le module de questions. Nous y répondrons en direct par écrit tout au long de ce webinaire et surtout, nous les traiterons à la fin. Et à l'issue de ce webinaire, on vous enverra d'ailleurs un petit questionnaire de satisfaction. Merci de prendre le temps de le compléter, ça nous aide beaucoup. Alors, notre webinaire, il va se dérouler en 5 temps. Je vais commencer par expliquer en quoi les attentes des agents du secteur public, mais également celles des citoyens, ont évolué et obligent finalement les organisations publiques à se réinventer. Alors, je vous le disais, je représente le groupe Resadia qui fédère 34 intégrateurs, opérateurs, experts des sujets IT. Ça fait de nous le premier réseau de ce type avec près de 6000 experts au service de 80 000 clients, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public. La deuxième intervention, elle sera animée par Christophe Jappiot et elle permettra de comprendre en quoi les évolutions des outils collaboratifs permettent aujourd'hui de répondre aux attentes des administrations, des collectivités ou des hôpitaux. Christophe travaille chez Alcatel-Lucent Enterprise, ALE, qui est le leader français des solutions de téléphonie ou de collaboration, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Leurs solutions, qui sont utilisées par de nombreux organismes publics, on le verra, sont référencées par l'UGAP dans le cadre du marché conclu avec le groupe Resadia. La troisième intervention, ça sera un retour
retour d'expérience très concret de la part de Christian Marcignac sur la manière dont le Conseil d'État a engagé la transformation de sa téléphonie. Alors, je disais qu'il pourra vous le présenter de façon très concrète, les choix qui ont présidé à cette transformation, puisque ça fait plus de 30 ans qu'il gère la téléphonie des 50 sites du Conseil d'État. Christian, d'ailleurs, en profitera pour nous dire quelques mots sur cette administration qui est parfois un peu méconnue. Nous aurons ensuite une intervention de Estelle Amathieu, qui est chef de produit à l'UGAP, et elle viendra vous expliquer en quoi l'UGAP, accompagné de Resadia, peut vous aider à cadrer et à réussir vos projets de collaboration. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter l'UGAP que vous êtes très nombreux à connaître. C'est la seule centrale d'achat public généraliste en France qui aujourd'hui propose des marchés exécutés. Voilà, à l'issue de ces 4 présentations, qui devraient durer à peu près 40 minutes, nous aborderons la dernière partie du webinaire avec le jeu des questions et réponses. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant le module de questions. D'ailleurs, vous pouvez voter sur ce module pour signifier quelles sont les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et puis, dernier petit point technique, sachez que vous pouvez désactiver les notifications sur le module de chat si elles vous gênent pendant ce webinaire. Voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet et on va parler des nouveaux enjeux, des nouveaux usages. Alors, on ne devrait pas parler du secteur public, mais on devrait parler des secteurs publics, tant finalement la multiplicité des métiers fait que les enjeux d'une collectivité, d'une administration centrale ou d'un hôpital peuvent différer. C'est pourquoi nous avons fait des choix et on a décidé de se focaliser sur 3 enjeux qui sont d'une part le travail hybride, d'autre part la relation citoyenne et enfin la maîtrise des coûts. Alors, ils résonnent sans doute plus ou moins fort selon vos organisations respectives. Je crois que personne ne pourra réfuter le fait qu'ils sont au cœur de l'actualité. Et notamment si on prend le premier enjeu qui est le travail hybride. La crise sanitaire a poussé la fonction publique à avoir recours massivement au télétravail. Cette pratique du télétravail à distance s'y développe, mais elle reste néanmoins moins forte que dans le privé, puisque à fin 2021, seulement 15% des agents du secteur public télétravaillaient 2 jours par semaine. Alors, pourtant, non seulement la loi favorise fortement le télétravail, il y a ce fameux accord cadre relatif à la mise en place du télétravail dans les 3 fonctions publiques qui avait été signé le 13 juillet 2021 et dont le décret est paru au journal officiel il y a de ça un peu plus d'un mois puisque c'était le 3 avril 2022. Donc, on a une loi qui encadre le télétravail, mais en plus, on a une aspiration très forte des fonctionnaires puisque des sondages montrent qu'ils sont à 70% à souhaiter vouloir télétravailler régulièrement. Alors, pourquoi est-ce que dans ces conditions, on n'a que 15% des agents publics qui télétravaillent? Je crois qu'au-delà de certains blocages qui peuvent parfois être culturels ou organisationnels, il faut avoir conscience qu'il y a des blocages techniques. On a 48% des personnes interrogées qui disent qu'elles manquent des outils adéquats pour télétravailler sereinement. Donc, on verra qu'il y a des réponses justement à ce manque d'outils. Ça, c'était le premier enjeu. Deuxième enjeu, l'enjeu de la relation citoyenne. Alors, je l'apprendrai à personne, avec la crise sanitaire, la vente à distance et plus largement les interactions à distance avec les clients sont devenues la norme, avec à la clé finalement des changements dans nos comportements et dans nos attentes de consommateurs que nous sommes. Et le secteur public est lui aussi confronté au sujet. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si le plan France Relance fait la part belle à la transformation digitale des collectivités et des administrations. Cela étant dit, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la relation citoyen à distance ? Alors, il y a de nombreuses études sur le sujet et il en sort que le secteur public s'en sort plutôt pas mal.
Il y a eu des gros efforts ces dernières années et si le secteur public n'arrive pas en tête des meilleurs secteurs en matière de relations clients, il est vraiment très loin d'être mauvais. L'étude qui fait un peu référence, qui est celle du cabinet KPMG, le place ainsi en 8e position, mais avec une note de 6,57 sur 10, qui est en fait très proche des notes des meilleurs secteurs comme l'assurance ou le e-commerce. Alors, au-delà de ce classement, au-delà de la note elle-même, ce qui est intéressant, c'est de regarder les sujets sur lesquels le secteur public peut encore s'améliorer. Et il y en a 3 qui ressortent et qui nous paraissent clés. Tout d'abord, la réactivité. C'est l'attente numéro 1 des usagers, d'ailleurs comme des clients, faire en sorte que leurs demandes soient traitées rapidement. On verra comment on peut accélérer le traitement des flux appels et mails tout à l'heure. Il y a un besoin numéro 2 qui est la personnalisation. Comment on peut individualiser davantage la relation avec l'usager, car là aussi, les habitudes évoluent vite. On veut être reconnu quand on appelle un call center. On verra qu'il y a des moyens qui existent pour justement mieux identifier les personnes qui nous contactent. Et puis, troisième sujet, c'est l'omnicanalité, le fait d'apporter une réponse homogène et complète sur tous les canaux, que ce soit bien sûr la voix, on va en parler beaucoup, mais le mail, le chat et de plus en plus les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, la relation citoyenne. Puis il y a un troisième enjeu qui est la maîtrise des coûts. Alors, même si les annonces, je pense, seront faites plus massivement après les élections législatives, on peut s'attendre à ce que le quoi qu'il en coûte des dernières années soit sans doute un petit peu derrière nous. De plus, avec l'inflation galopante, la maîtrise des budgets va devenir, ou j'allais dire redevenir, une priorité pour bon nombre d'organisations publiques. Pourtant, avec la digitalisation de l'économie, les dépenses IT devraient continuer à croître. Et ce, même dans le secteur public, si l'on en croit le cabinet d'analyse Gartner, qui fait des projections montrant que ces dépenses vont continuer à croître. Et donc, il y a fort à parier que les DSI du secteur public soient confrontés au fait d'aller chercher des poches d'économie pour financer leurs nouveaux projets. Alors, la maîtrise des coûts, elle ne doit pas se faire au détriment de la sécurité. On l'a vu, le nombre d'attaques dont les collectivités ou les hôpitaux ont été la cible n'a fait que croître ces derniers mois. Et le contexte géopolitique actuel ne fait qu'exacerber ce sujet. On le sait, la protection des données, elle est au cœur de tous les débats sur la transformation digitale du secteur public. Et ce n'est pas un hasard, par exemple, si la DINUM s'est fait récemment, enfin, c'est très clairement prononcé récemment sur le fait que des déploiements de solutions cloud telles que Office 365 ou Teams n'étaient pas privilégiés. Donc, on va avoir des DSI qui vont devoir quelque part réussir la quadrature du cercle entre des nouveaux projets, des économies et en plus de la sécurité. Voilà. Alors, travail hybride, relations citoyens, maîtrise des coûts et sécurité. On va voir comment tous ces outils, tous ces enjeux peuvent trouver une réponse à travers les nouveaux outils collaboratifs. C'est ce que va nous expliquer Christophe. Maintenant, avant que Christophe ne prenne la parole, on va vous lancer un petit sondage pour savoir, vous, comment vous vous situez par rapport à ces sujets-là. Voilà, vous pouvez voter et soumettre votre vote. Donc, quelle serait votre priorité sur vos projets de transformation numérique? Est-ce que ça va être de favoriser le télétravail, justement? Est-ce que ça va être plutôt de simplifier le parcours des administrés? Ou est-ce que ça va être de renforcer la cybersécurité? Alors, Estelle, je ne sais pas si les résultats sont en train de tomber. Si on peut les voir. Alors, quand l'on clique sur... Alors, si, on peut les voir. Les gens continuent de voter. Il y a encore des clics qui se font. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner les résultats pour ceux qui ne Alors, pour le moment, 40% des personnes ont sélectionné favoriser le télétravail des agents.
26% des personnes ont sélectionné renforcer la cybersécurité et 23% de nos participants ont sélectionné simplifier le parcours des administrés. Les Bon, donc pourcentages évoluent en fonction des nombres de votes. très bien, merci beaucoup. Donc, on est bien sur trois sujets structurants. Et ben, Christophe, tu vas nous expliquer finalement quelles réponses on peut apporter à ces enjeux. Merci Nicolas pour cette introduction. Alors pour illustrer ces nouveaux enjeux, je propose de parcourir quelques cas clients récents et de partager avec vous aujourd'hui quelques nouveautés et innovations récentes du catalogue UGAP des solutions Alcatel-Lucent Enterprise. Alors notre premier cas client illustre parfaitement les défis que pose aujourd'hui le travail hybride. Ce client est un CHU de 9000 employés dans l'Est de la France. L'un des principaux défis auxquels ils sont confrontés est d'améliorer les communications entre les travailleurs mobiles de première ligne, comme les soignants, et les employés en back-office, les logisticiens, le personnel administratif. Ce client est un client Alcatel. Il a fait le choix Alcatel pour les communications et pour déployer le travail collaboratif, il a fait le choix de Microsoft Teams. Alors, heu, plusieurs problèmes, enfin plusieurs défis à relever. Comment, connecter efficacement les employés de première ligne avec qui utilisent des combinés sans fil DECT et le personnel de back office qui utilise la suite collaborative Teams? Comment comment tirer profit ou partie du système téléphonique ALE, qui offre des communications ultra résilientes, et on sait que les communications sont critiques, hein, dans le milieu hospitalier et le mettre à disposition aussi, cette infrastructure, la mettre à disposition des utilisateurs qui ont Teams. Enfin, comment faire ça? Bien entendu en maîtrisant, ses coûts. Alors pour répondre à ces besoins, nous avons proposé, la continuité d'appel entre tous les employés, avec une solution de communication voix sur IP résiliente, des postes de bureau déployables à la maison pour le personnel qui passe beaucoup de temps au téléphone, des connecteurs pour les utilisateurs Teams qui leur offrent l'appel en un clic, l'appel par nom depuis le PC, le contrôle du téléphone de bureau, comme ça ils peuvent switcher d'un device à un autre, la sophonie, et puis des fonctionnalités téléphoniques essentielles pour gérer plusieurs communications en parallèle, comme le va-et-vient, la conférence à trois, et bien plus encore. Alors le client, il a choisi la technologie Alcatel pour cimenter les interactions entre tout le personnel, car il considère ALE comme le meilleur fournisseur pour les communications, qui, vous en doutez, sont bien entendu critiques en milieu hospitalier. Alors, avec le travail hybride, on fait souvent le raccourci sur les outils collaboratifs. Certes, ils sont incontournables, mais pas exclusifs. Pour Alcatel, le travail hybride, il se doit d'être avant tout inclusif. Aussi, c'est pourquoi nous continuons de fournir, en sus de notre suite collaborative, des équipements de communication dédiés, des téléphones de bureau, des téléphones sans fil, des applications mobiles ou bien du softphone. Et à ce titre, nous avons introduit fin 2021 une nouvelle gamme de postes de bureau que nous avons complètement repensés pour le travail hybride. Ce sont des postes ultra connectés qui sont utilisables à la maison de manière sécurisée et aussi dans les espaces de bureaux collaboratifs grâce à leur son 3D et leur design exceptionnel. Pour ce qui est de la relation client ou je dirais, l'accueil citoyen, là, j'ai choisi de prendre un cas, une collectivité, une agglomération en fait, hein, de 200 000 habitants dans l'ouest de la France, qui a dû faire face à un fort trafic d'appels de citoyens en mal d'information pendant la pandémie. Le personnel ne pouvait pas répondre à cet afflux d'appels. Ils étaient donc perçus, des citoyens comme étant difficiles à joindre. On avait donc 2 problèmes à résoudre. La première, c'était comment gérer cet afflux d'appels? Comment gérer plus de demandes de renseignements et éviter d'avoir des appels perdus? Comment gérer plus, comment router, je dirais, heu, facilement les appels vers le personnel? Alors ce personnel, hein, il ne pouvait pas forcément travailler dans la mairie ou dans les espaces publics. Il y avait forcément des gens qui travaillaient à distance du fait de la distanciation sociale. Et pour répondre à ces 2 enjeux, donc
l'afflux d'appels et la possibilité d'adapter le routage en fonction de la situation, nous leur avons proposé tout simplement un standard automatique pour acheminer plus efficacement les appels vers les services les plus sollicités. Et le responsable informatique a été formé en 2 jours par le partenaire pour être complètement autonome et créer facilement les règles d'acheminement et permettre à chaque service de définir où acheminer les appels indépendamment des autres services. En cas d'absence, en dehors des heures ouvrées, un membre du personnel de chaque département de service pouvait enregistrer un message d'information très simplement, en quelques clics, sans avoir à solliciter le service informatique. Alors, qu'est-ce que ce client a aimé? Premièrement, la solution est très simple à paramétrer. Chaque collaborateur peut faire lui-même les mises à jour de routage. Le deuxième aspect, ce sont les statistiques, hein, les statistiques de routage qui ont aidé les services à identifier ce que les citoyens demandaient le plus et donc également de pouvoir améliorer le service rendu aux citoyens. Pour notre troisième cas client, j'ai choisi de vous parler d'un ministère. C'est un ministère qui a choisi la solution Alcatel, un ministère de 75 000 agents répartis sur l'ensemble du territoire français. Ce client disposait de plusieurs systèmes de communication sur ces différents sites, chacun avec son propre contrat de maintenance et bien entendu tous les constituants de la solution. L'expérience de communication entre ces différents sites était, comment dire, elle était pauvre. Il n'y avait pas vraiment d'expérience unifiée. Les gens avaient du mal à se joindre. C'était souvent des appels qu'on effectuait sur le réseau public. Alors, plusieurs défis pour ce client-là. Comment offrir une expérience de communication unifiée à 75 000 utilisateurs pour fluidifier les échanges entre les sites? Comment offrir des communications fiables et sécurisées avec un budget serré? Et enfin, comment assurer la protection et la sécurité des données, la confidentialité, bien entendu, par la confidentialité des communications. Ce que nous avons proposé, et d'ailleurs c'est un des cas que Christian illustrera juste après, c'est une solution type cloud privé à base de MiPSX Enterprise centralisée et virtualisée dans le data center du client pour fournir une expérience de communication unifiée à l'ensemble des agents. Les agents de tous bénéficier tous d'un annuaire unifié avec la possibilité de rechercher très rapidement et de savoir qui on appelle, heu, enfin de retrouver, très rapidement son interlocuteur et de savoir aussi qui vous appelle. On a mis en place aussi toutes les options de disponibilité, au catalogue afin de fournir une résilience à 5.9 avec de la haute disponibilité, de la redondance sur les sites distants en cas de coupure du réseau. Des communications chiffrées de bout en bout avec les nouveaux postes ALE, ceux dont je vous ai parlé juste avant, hein, ceux qui ont un son 3D exceptionnel. Et donc le client, ce qu'il a particulièrement apprécié dans la solution ALE, c'est tout d'abord, bon, il a une solution centralisée, ça lui permet forcément de réduire drastiquement ses coûts d'exploitation, une gestion centralisée, un contrat unique, moins de matériel sur site et une formation des utilisateurs accélérée. La migration en douceur des sites distants vers la solution centralisée et la possibilité de réutiliser le câblage existant, voire les postes. Enfin, l'évolutivité de la solution qui permet d'ajouter facilement des nouveaux services, comme par exemple de la visioconférence, et qui permet aussi de facilement migrer les sites existants vers la solution centralisée, avec en étant le moins disruptif possible pour les utilisateurs finaux. Alors, comme expliqué par Nicolas, la maîtrise des coûts est un des défis majeurs en 2022, bien entendu. Notre solution de communication OmniPSX Enterprise, d'ailleurs, évolue et alors attendez, hop, pardon. Notre solution de communication OmniPSX Enterprise évolue et à ce titre, pour assurer, de l'OmniPSX, pardon, excusez-moi, Enterprise évolue et afin de maîtriser vos coûts, c'est quelque chose qui est rendu possible avec la multitude d'options de déploiement et de connectivité que l'offre, vous permet. Et mais ce n'est pas le seul aspect qui est important de prendre en considération, la maîtrise des coûts, c'est également la sécurité. Ces 2 années de crise successives nous ont bien appris une chose, c'est qu'il est important de fournir un service aux citoyens qui soit résilient. Alors c'est pourquoi, chez Alcatel-Lucent Enterprise, nous avons réalisé des investissements massifs pour vous offrir la plateforme de communication la plus sécurisée du marché. En effet, nous avons libéré récemment une évolution majeure de notre système OmniPSX Enterprise qui renforce la sécurité avec
de la haute disponibilité native, de la redondance locale en cas de perte de lien IP, mais aussi un logiciel en cours de renouvellement Common Criteria. Le Common Criteria, c'est un ensemble de normes de sécurité internationalement reconnues et recommandées fortement par l'ANSSI. Enfin, nous libérons cette année, on a libéré l'année dernière et on continue d'investir dessus, le chiffrement natif des communications de bout en bout, quel que soit le type de protocole, que ce soit IP ou SIP, pour assurer la confidentialité des échanges téléphoniques et se protéger des cyberattaques. Voilà pour moi, voilà pour vous donner un aperçu des solutions Alcatel dans le monde du secteur public d'aujourd'hui, au travers de cas clients. Et je vous ai donné aussi un aperçu de quelques nouveautés récentes. Je vais laisser maintenant la parole à Christian, qui va vous expliquer comment le Conseil d'État a modernisé sa téléphonie avec Alcatel Lucent Enterprise. Merci Christophe pour cette présentation. Alors effectivement, on va passer maintenant au témoignage de l'utilisateur. Il va nous expliquer finalement comment aujourd'hui il gère sa téléphonie et comment il envisage de la faire évoluer. Alors Christian, d'abord merci d'être avec nous pour ce témoignage. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur qui vous êtes et votre parcours au Conseil d'État? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Tout d'abord, donc Christian Marcignac, chef de projet télécom au Conseil d'État jusqu'en décembre 2021. J'ai donc exercé effectivement pendant 30 années les fonctions de technicien télécom, puis chef de projet au sein du Conseil d'État. Ma mission consistait à garantir le service opérationnel, naturellement, la maintenance et par la suite la modernisation de l'ensemble des installations téléphoniques de la juridiction administrative qui se décompose en cours administrative d'appel, en tribunaux administratifs de la Cour nationale du droit d'asile, soit un total de 52 sites en métropole. D'accord. Alors, vous avez commencé à nous parler un tout petit peu de l'organisation du Conseil d'État. On va bien sûr parler téléphonie, mais c'est aussi l'occasion de découvrir une administration qu'on ne connaît pas forcément très très bien, même si le nom est connu. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur les missions du Conseil d'État? Le Conseil d'État représente en fait le juge administratif suprême pour trancher les litiges qui opposent les citoyens, les entreprises et associations face aux administrations. Il a également pour rôle de conseiller juridique pour le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat, afin d'assurer que ces propositions ne dérogent pas aux textes de loi existants. L'ensemble de la juridiction administrative représente environ 5000 agents. D'accord, donc 5000 agents, 52 sites. On imagine que derrière, il y a des enjeux effectivement assez conséquents en matière de téléphonie. Alors, cette téléphonie, vous l'avez expliqué, ça fait 30 ans que vous la gérez. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous l'avez fait évoluer? Effectivement, mes fonctions. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce qu'a priori. Très bien, très bien. D'accord, parfait, parce que j'entends un message, on ne l'entend pas. Donc, mes fonctions, la modernisation sur les installations téléphoniques du Conseil se sont effectuées donc par mes fonctions au départ, qui ont été en plus d'assurer une maintenance opérationnelle des systèmes de communication. Cela a consisté à moderniser de façon pérenne et évolutive l'ensemble des installations de télécommunications de cette administration sur l'ensemble de ces sites. La priorité de base, naturellement, c'est orientée par la vérification et la mise en conformité du réseau de câblage propre à chaque administration pour assurer une mise en service de la téléphonie sur IP. Base de toute la technologie en fait IP à mettre en place par la suite. La solution technique donc c'est orientée pour du matériel Alcatel, en l'occurrence des IPBX 4004 OXE. L'objectif final de cette centralisation
était de centraliser l'ensemble des PABX, justement des cours administratifs d'appel, des tribunaux administratifs, sur le site principal du Conseil d'État basé à Paris, tout en conservant un accès télécom local pour garantir un service opérationnel dans le cas d'un incident réseau. Cette restructuration s'est opérée en 2 phases à partir de 2012, car le réseau à cette époque interministérielle n'était pas en capacité de garantir une qualité voix à 100%. De ce fait, 42 sites ont été renouvelés avec une première phase représentant 27 sites en centralisation partielle et une deuxième phase représentant 15 sites en centralisation totale. Donc, je vais revenir sur ces 2 points. Les 27 IPBX en centralisation partielle possèdent tous une ressource locale secourue et des accès opérateurs dédiés avec un rattachement réseau sur Paris pour assurer la gestion et la ressource de la supervision système. Les IPBX en centralisation totale sont identiques en caractéristiques techniques à la centralisation partielle, mais en prenant en plus le trafic réseau voix sur IP naturellement. Les ressources téléphoniques de chaque juridiction sont centralisées sur le site du Conseil d'État de Paris, avec une mise en place d'une QoS, cette fois-ci de bout en bout des équipements pour garantir la qualité voix pour la centralisation totale. Toutefois, une unité locale passive est conservée pour garantir une qualité voix et secours en cas de panne du réseau. Cette centralisation a donc permis de mutualiser les équipements, appliances et call serveurs dédiés à chaque site pour assurer une redondance centralisée des ressources téléphoniques. Également, l'ensemble des serveurs de messagerie vocale ont été centralisés par un seul serveur de messagerie. Cette centralisation a donc permis de mutualiser de nombreux équipements, permettant d'économiser de façon significative les coûts de maintenance, mais surtout les coûts de mise à jour des versions logicielles. Effectivement, la centralisation totale permet en fait d'effectuer pour notre cas une seule migration sur le site principal de Paris au lieu de 16 précédemment. Donc, également, cette solution permet de bénéficier de caractéristiques techniques nationales homogènes, garantissant ainsi un temps précieux pour l'établissement de diagnostics et la résolution d'incidents. Pour les sites, excusez-moi, je vais juste rajouter pour les sites qui sont en centralisation partielle, ceux-ci sont déjà, on va dire, prédéfinis en caractéristiques pour intégrer une centralisation totale en intégrant la QoS et les licences voix centralisées. D'accord, donc un mouvement massif d'homogénéisation, de centralisation des solutions. Et là, on répond bien aux enjeux de réduction des coûts. Vous disiez réduction sur les frais de maintenance, sur la communication, réduction sur la gestion des évolutions. Ça correspond aussi aux enjeux de sécurité qui ont été évoqués tout à l'heure. Alors, on a parlé néanmoins d'autres enjeux. On avait parlé des enjeux d'amélioration de l'accueil citoyen. Qu'est-ce qu'il en est sur ce sujet? Est-ce que vous avez travaillé à l'amélioration de la relation avec vos administrés? Tout à fait. Pour améliorer en fait l'accueil téléphonique du public face à nos différentes entités, des serveurs vocaux interactifs ont été mis en production afin de renseigner ou transférer les appels vers des services dédiés. Un serveur vocal centralisé doit être mis en production en 2022 avec, entre autres, la solution Alcatel, les VAA.
Des serveurs de fax locaux aussi doivent être centralisés en 2022 pour abandonner les serveurs de fax autonomes, pour assurer un réacheminement des télécopies au format PDF horodaté vers l'ensemble des serveurs de fichiers de la juridiction administrative du Conseil d'État. Voilà. D'accord. Donc, des actions autour de la relation citoyen. Je sais qu'il y a aussi des réflexions autour du travail hybride avec en ligne de mire de comment protéger vie professionnelle, vie privée. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes de ces réflexions au Conseil d'État? Effectivement, la réflexion pour le moment est partielle et n'est pas encore définie de façon totale. Donc, effectivement, avec la démocratie du télétravail, une réflexion est en cours pour bénéficier d'un service de téléphonie identique à celle de son environnement professionnel sur son téléphone fixe mobile ou sur son ordinateur portable lorsqu'on est en télétravail. Il sera conservé de bénéficier de l'option du. Alors pour nous, nous avons choisi de conserver en fait pour l'instant une méthode simple de renvoi d'appel de sa ligne professionnelle vers son téléphone externe à l'administration avec une présentation ou non des numéros. L'utilisation de softphone sur son ordinateur portable via un VPN est à l'étude. Cette solution, effectivement, permet de garantir un service de téléphonie identique à celle de son milieu professionnel et serait la plus pérenne pour l'instant à mettre en place dans un futur proche. Enfin, une étude d'interconnexion de la téléphonie sur une solution de communication digitale via une passerelle de type audio-code permettrait de bénéficier aussi d'une solution tout support, vidéo, audio, chat, partage d'écran et de documents. Cette solution est en réflexion. Donc, je pense qu'un mix de l'ensemble de ces solutions sera sans doute envisagé pour répondre aux différents cas de figure et responsabilité de chacun. Par contre, cette externalisation, comme vous l'avez évoqué, soulève le problème des limites de travail pro-perso. Donc là, bien faire attention en fonction des solutions, le pour, le contre, et bien séparer cette limite. Un problème de coût, par contre, non négligeable et vraiment là pour l'instant pointé du doigt par rapport au budget des administrations et aussi la sécurité des différents systèmes impacte aussi un certain coût qui est peut-être difficilement lissable sur une budgétisation d'une année. Donc ça, il y a des discussions à avoir de ce côté-là et des discussions avec les constructeurs et différents partenaires pour trouver un coût, on va dire, qui serait supportable par les administrations. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, ça illustre bien, je pense, les questions que se posent un certain nombre d'organismes publics aujourd'hui autour, effectivement, du télétravail. Il y a beaucoup de tâtonnements pour savoir quels sont les outils les plus appropriés. Puisqu'on parle des outils les plus appropriés, il est peut-être temps de donner la parole à Estelle Amathieu pour qu'elle puisse nous dire en quoi l'UGAP, accompagné de Resadia, peut répondre à vos projets de collaboration. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Estelle Amathieu, chef de produit à l'UGAP, notamment en charge de l'offre de systèmes de téléphonie. J'espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez passé un agréable moment, qu'il conforte votre projet de modernisation de téléphonie au sein de votre entité publique. En effet, une telle solution améliore le quotidien de vos collaborateurs, mais également celui des citoyens qui échangent régulièrement des données avec vous. Ils y trouveront une satisfaction dans la relation de leur démarche, dans la réalisation de leur démarche. Nous venons de vous présenter des cas concrets dans lesquels des clients ont été accompagnés de bout en bout dans leur transformation. Vous n'êtes pas sans savoir que l'UGAP est la seule centrale d'achat public généraliste nationale. C'est un acteur spécifique de l'achat public
qui répond aux besoins de toutes les structures publiques, quelle que soit leur taille et leur nombre de commandes. L'UGAP opère en achat pour revente et assure ainsi la relation commerciale tout au long du parcours d'achat, du devis à la facturation. En 2021, près de 23 000 clients ont accédé sans avoir à conclure de marché à plus d'1,4 million de références. Tout acheteur public qui s'adresse à l'UGAP est dispensé de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Vous accédez immédiatement, sans avoir à conclure un quelconque marché, à l'ensemble de l'offre qui est constituée par des acheteurs publics pour d'autres acheteurs publics. Dans le cadre de notre mission de service public, nous nous attachons à répondre à vos besoins tout en les conciliant avec les politiques publiques, au rang desquelles figurent la rationalisation de la dépense publique, le développement durable et la facilitation à l'accès des PME à la commande publique. Sachez par exemple que sur toutes nos lignes de produits et services, les critères environnementaux et ou sociaux sont pris en compte dans nos appels d'offres. Le 28 juillet 2020, le marché de solutions de système de téléphonie numéro 616 089 a été donc notifié à l'UGAP et attribué à la société Resadia. La date d'expiration de ce marché hors période de tacite reconduction sera le 27 juillet 2023. Et avec les 2 périodes de tacite reconduction, cela peut porter le marché au 27 juillet 2024. Il s'agit d'un marché exécuté à bon de commande. Ainsi, pour commander, il vous suffit de nous adresser un bon de commande, comprenant notamment votre numéro d'engagement juridique. Quelle que soit votre implantation géographique, l'UGAP et Resadia sont en mesure de répondre à votre besoin. Notre réseau se compose de 25 délégations territoriales qui permettent d'entretenir des relations de proximité. Pour nous contacter, vous pouvez appeler soit le 0811 702 703 ou l'un de nos 37 conseillers spécialisés en informatique en leur transmettant votre besoin. Par la suite, votre correspondant organisera avec Resadia un rendez-vous pour définir votre projet. À l'issue des échanges, vous recevrez un devis UGAP accompagné d'un dossier technique, ainsi que les conditions générales de vente de l'UGAP de l'offre de système de téléphonie. Grâce à l'un des 37 conseillers spécialisés en informatique, vous serez accompagné tout au long de la réalisation de votre projet. Je vous indique dans le chat l'adresse mail contact.ugap@resadia.com et je vous remercie et je redonne la parole à Nicolas. Merci Estelle. On avait annoncé 40 minutes d'intervention. On a commencé à 10h02. Il est 10h42. Je pense qu'on tient à peu près nos promesses. Et c'est d'ailleurs ce qu'on s'efforcera de faire si vous venez nous consulter sur vos projets. En attendant, il y a pas mal de questions qui sont tombées. Alors, essayez de les poser plutôt sur le module de questions parce que là, je jongle avec le module de chat et le module de questions. Alors, il y a une question, elle va être pour toi, Christophe, une question concernant les prérequis sur les postes téléphoniques IP numériques analogiques. Alors, sans rentrer dans tous les prérequis techniques, la question c'est est-ce qu'il est possible de faire cohabiter plusieurs technologies pour un déploiement progressif? Alors, tu vas me dire que ça dépend de différents critères, mais est-ce que tu pourrais donner des éléments de réponse? Alors, réponse courte, oui. C'est d'ailleurs une des forces de la proposition de valeur d'OmniP6 Enterprise d'Alcatel Lucent Enterprise. C'est une solution qui supporte une multitude de protocoles et peut les faire cohabiter avec une ISO, enfin le même niveau fonctionnel au niveau des utilisateurs. Ce qui fait vous pouvez bénéficier des mêmes fonctionnalités téléphoniques, quel que soit le type d'équipement que vous avez, que ce soit un téléphone numérique ou téléphone IP. Par ailleurs, je ne l'ai pas mentionné là pendant cette intervention, mais nous savons aussi que beaucoup de bâtiments du secteur public sont assez anciens, et donc ont un câblage téléphonique qui n'est pas toujours facile de changer vers de l'IP. Eh bien, nous avons introduit récemment des téléphones hybrides qui supportent à la fois la technologie traditionnelle numérique, ce qu'on appelle le TDM, et l'IP. Ce qui permet d'avoir aujourd'hui un téléphone moderne qui se déploie sur un câblage qui est vieillissant. Et lors de la modernisation du bâtiment, eh bien, vous pouvez réutiliser ce poste qui facilite aussi grandement l'adoption des utilisateurs finaux.
parce qu'il n'y a pas besoin de changer systématiquement de téléphone. Donc là, voilà, la réponse est oui, c'est natif dans notre système. On supporte on a vraiment des options de connectivité inégalées sur le marché. Et donc, on supporte tout type d'équipement sur notre système. Très Et bien, merci. je peux rajouter également, nous, sur l'ensemble de nos sites, tous les différents protocoles sont bien compatibles, analogiques, numériques, IP, tout cohabite bien ensemble. Merci pour ce complément d'information, Christian. Alors, peut-être toujours pour toi, Christophe. Bon, il y a une déferlante aujourd'hui qui est Teams. Hein, on en parle beaucoup. Avec la pandémie, c'est répandu. Et donc, il y a des questions sur l'intégration de Teams avec les outils de téléphonie et de collaboration d'ALE. Alors, déjà, est-ce que techniquement, il y a des choses qui se font? Ça, c'est la première question, puis j'en aurai une deuxième après. D'accord. Bah alors, oui, concernant Teams, il y a ce que nos clients nous achètent le plus souvent, c'est des connecteurs. Donc, on a une solution collaborative qui s'appelle OpenTouch et qui bénéficie de connecteurs qui permettent d'apporter dans l'environnement Teams toute la richesse des fonctionnalités de téléphonie d'Alcatel. C'est le cas que je vous ai présenté d'ailleurs au tout début pour le travail hybride. C'était de permettre tout simplement aux gens Teams de pouvoir se connecter au reste des employés de l'hôpital. Donc, il y a cette solution-là. Après, sur d'autres modèles de déploiement, donc en modèle SaaS, etc., nous avons d'autres solutions, mais qui ne sont pas aujourd'hui référencées au catalogue UGAP. Voilà, bah, tu réponds à la deuxième question que j'allais poser, hein, puisque en toute transparence, c'est une question qui a été posée autour de votre solution Rainbow, sur laquelle vous communiquez pas mal, qui est effectivement une solution en mode SaaS, mais qui aujourd'hui, dans le cadre du marché de l'UGAP, n'est pas référencée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des collectivités ou des administrations qui ne l'apprennent pas, mais voilà, on est dans un marché qui a un périmètre bien défini. Alors, je regarde les différentes questions. Une question, alors technique, là, je ne sais pas si quelqu'un peut y répondre. Si Christophe, tu sauras y répondre, je ne suis pas sûr. Comment prendre en compte la recommandation de l'ANSSI concernant la Topi R47? L'usage de softphone en lien avec l'infrastructure de téléphonie est déconseillé. Est-ce que c'est très technique, hein, je ne sais pas si on pourra répondre, mais là, comme ça en direct, sinon on aura les experts qui pourront revenir vers la personne. Tu as des éléments, toi, sur des certifications ANSSI ou des éléments liés à la sécurité, tu en as parlé? Non, mais par contre, je prendrai la question, je m'engage à y répondre parce que je vais la poser tout simplement à notre CISO. Hein. Nous avons un CISO chez Alcatel pour savoir comment on prend en compte cette réglementation ANSSI. Donc, je ne saurais pas y répondre de suite. Je suis pas assez calé sur le sujet. Alors, mais, Christian lève le doigt. Christian. Je peux faire une petite parenthèse de ce côté-là parce que justement, la solution Sophone a été testée. Donc, nous, on voulait l'utiliser via le VPN sans sans ouvrir aucun flux au niveau externe pour sécuriser en fait l'installation. Donc, on a utilisé en fait nos softphones via le VPN en l'utilisant directement sur son poste de travail avec une connexion à distance. Donc ça fonctionnait pas mal. Donc là, on n'ouvrait aucun flux, on se retrouvait en interne via un VPN, donc tout à fait réglementaire. L'autre solution, c'était d'ouvrir les flux, mais en passant via le VPN. Là, cette solution-là, on n'a pas été encore testé concrètement, mais on ne voulait pas justement utiliser son softphone directement sur les flux en fait de sa connexion Wi-Fi personnelle, parce que là effectivement il n'y a aucune sécurité, hormis si un cryptage peut être fait ou une solution après de sécurité est envisagée de ce côté-là niveau technique, mais là effectivement je ne l'ai pas encore à ma connaissance. Voilà. D'accord, okay. Merci Christian, ça clarifie. Alors oui, effectivement, nos softphones sont chiffrés. Hein.
Et la connectivité à l'infrastructure téléphonie se fait au travers d'un canal IPsec en VPN ou SBC si on est en SIP. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à la recommandation TOPI R47, mais j'ai envoyé la question en parallèle à notre CISO et j'espère que j'aurai la réponse Et moi, avant la fin de ce webinaire. j'apporterai un complément d'information en précisant que chez Resadia, la plupart des associés ont des activités de cybersécurité dans leur équipe. C'est le cas chez Foliatim, mais on n'est pas les seuls. Parce que aujourd'hui, parler télécom sans parler cybersécurité, c'est complètement impossible. Donc, c'est des sujets qui sont à chaque fois étudiés au cas par cas avec nos clients lors des déploiements. Alors, il y a une question un peu générique qui a été posée sur quel est le retour d'expérience des cas que vous avez présentés, donc j'imagine que c'était encore pour toi Christophe, au niveau des agents opérateurs et des usagers. Alors, bon, pas facile de répondre parce qu'elle est assez large, mais est-ce que tu peux nous dire un mot peut-être sur la manière dont aujourd'hui les solutions d'accueil, les consoles d'accueil pour les standardistes permettent par exemple du télétravail, leurs évolutions? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le sujet? Alors oui, en fait, c'est la clé, hein, c'est la clé de voûte de la transformation. Enfin, je pense qu'on parle ici du travail hybride. C'est comment, Oui. comment réussir à moderniser son système de communication. Il y a un enjeu qui est fort, c'est bien entendu l'acceptation, l'adoption des utilisateurs finaux. Alors, ce qu'on a vu lorsqu'on a été précipité en 2020-2021 avec le télétravail systématique, la distanciation sociale, etc., c'est qu'on a eu on avait plusieurs solutions à notre portefeuille, des solutions de collaboration, des solutions de sophonie pour faire du télétravail facilement. On a littéralement explosé nos chiffres de vente sur une solution de sophonie très simple qui est une émulation d'un poste téléphonique sur un ordinateur. Pourquoi? Parce que ça permettait aux gens, quand il a fallu passer du jour au lendemain en travail à la maison, de retrouver très facilement tous leurs usages téléphoniques sur l'ordinateur. Donc ça, c'est vraiment une solution qui s'est, à notre grande surprise, beaucoup vendue. Et aussi pour les téléphones, on a eu beaucoup de clients, notamment, moi, je vais les citer, le SAMU, qui a demandé à déployer ses téléphones qu'ils avaient sur des plateaux d'appel à la maison. Donc on a eu ces 2 cas. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de travail hybride inclusif, parce que avoir une émulation du poste que vous avez au bureau sur le PC, l'adoption elle est très rapide. Alors quand il s'agit en plus de prendre le poste que vous avez au bureau, de le ramener à la maison, de le connecter et de retrouver tout votre environnement, vous imaginez que c'est encore plus rapide. Donc c'est quelque chose qui nous a vraiment motivés d'ailleurs à garder, c'est la marque Alcatel je dirais, au niveau des postes, de nos interfaces etc., toujours un souci concernant l'ergonomie, pour faciliter l'adoption des utilisateurs finaux parce que sinon, et là, on l'a vu aussi avec Teams sur des grands déploiements récemment, que l'adoption, elle n'est pas si triviale que ça coûte très cher après en formation et qu'il y a une partie il y a une rupture du numérique en fait avec mis sur le banc une partie des employés qui ne sont pas intégrés. Donc ça, c'est pas notre stratégie Alcatel. Nous, on cherche à connecter tous les employés, à leur apporter des équipements efficaces, mais adaptés à leurs besoins, et si possible, au plus près de leurs outils et applications métiers. Voilà ce que je peux dire parce que je pense que c'était vraiment l'adoption de nos L'adoption, solutions. et j'apporterai un petit complément parce que dans la question, il est formulé les agents opérateurs. Donc, on peut imaginer que ce sont des personnes qui sont en centre d'appel. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a mentionné l'importance de l'omnicanalité. Alors, pour bien comprendre, le marché passé par l'UGAP, c'est un marché qui s'articule autour de la téléphonie et
la pierre angulaire de ce marché, on pourrait dire, sont les solutions ALE. Et puis derrière, il y a un certain nombre d'applications qui sont référencées dans ce marché, au rang desquelles, par exemple, des solutions de centres de contact omnicanal, alors qui ne sont pas Alcatel, mais qui s'interfacent parfaitement et qui fonctionnent très bien avec Alcatel, et pour lesquelles il y a eu aussi, dans la réflexion de l'UGAP, le fait de choisir des solutions qui sont ergonomiques et qui, en termes d'usage, facilitent l'appropriation par les utilisateurs. D'ailleurs, on avait organisé avec Estelle et Rezadia un webinaire dédié à ces solutions de centre de contact omnicanal qui s'appelle Chiamo pour ne pas les citer. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Petite précision, est-ce que là, en fait, le poste de l'accueil, effectivement, les postes d'accueil sont des postes spécifiques avec des caractéristiques complètement indépendantes des usagers. Ce poste d'accueil, donc, peut être maintenant externalisé de façon transparente en télétravail. Alors, c'est ce que j'ai compris. Alors, il ne s'agit pas de la console opératrice qui est une solution avec clavier, etc. Celle-là pourrait être déployée à distance, mais ça demanderait un peu d'infrastructure, bien entendu. Non, je parlais tout simplement des postes de bureau, que vous soyez en centre d'appel ou simplement personnel administratif. Et quand on passe plus de 2 heures sur un téléphone, on aime bien avoir un équipement dédié à la maison et bénéficier du haut-parleur. Tout à fait, mais là, effectivement, le poste d'accueil représente quand même aussi, parce que certaines personnes voudraient bénéficier aussi, ou suivant le contexte sanitaire, comme on l'a vu, voudraient bénéficier également du télétravail. Donc, nous, on a été confrontés à ce cas de problème. Et là, on faisait un renvoi de ligne, mais sans possibilité de filtrage, et c'était pénalisant, en fait. Donc, et vous connaissez la solution Visual Automated Attendant? Oui, c'est tout à fait. C'est celle qu'on est en train de mettre en place là pour 2022. Bon, parce que celle-ci, honnêtement, on a vendu énormément, proposé énormément au niveau des collectivités, parce que les collectivités après sont complètement autonomes pour leur accueil. Les agents peuvent directement enregistrer leur message très simplement. Il y a une interface graphique qui est intuitive, qui vous permet de définir vous-même vos propres stratégies de routage, etc. Je suis d'accord, mais pour l'accueil, après, effectivement, pour renvoyer ces postes après vers le domaine professionnel, là, ça pose toujours un problème de ce côté. Pour le vrai poste d'accueil. On est en train de s'acheminer vers 11 heures. Il y a une question qui revient de façon assez lancinante quand on est sur les grands projets de déploiement, et puis pas que, parce qu'on a aussi cette question de la part de collectivités qui peuvent être en région. C'est finalement quelle est la capacité qu'on peut avoir à accompagner des déploiements au fin fond de la France. Alors là-dessus, moi j'apporte une précision au nom de Rezadia. Rezadia, je vous le disais, on est 35 partenaires dans ce groupe avec plus de 6000 experts, et en fait on a 150 points de présence partout en France. Donc voilà, on a cette capacité à aller faire du déploiement partout, mais surtout à intervenir derrière sur les opérations de dépannage dans un délai très court, parce qu'entre associés, on fonctionne main dans la main et on couvre l'ensemble du territoire. Et puisque je parle d'intervention lors de contraintes de maintenance, et là je vais peut-être me retourner vers Estelle, c'est une question qui est aussi souvent posée par les clients, c'est dire, bon, très bien, je vais prendre vos solutions à l'UGAP, elles sont super, mais je n'ai pas forcément envie de m'engager sur le long terme avec des contrats de maintenance léonins qui duraient 5, 6, 7 ans. C'est quoi la réponse aujourd'hui de l'UGAP sur le sujet ? Alors, en effet, sur le marché de systèmes de téléphonie, on peut proposer à nos clients de la prestation de maintenance.
soit avec une durée de 3 ans ou de 5 ans, avec une facturation annuelle. Mais si cela ne convient pas et d'un point de vue comptable, si cela pose des difficultés d'engagement, il est également possible de s'engager pour une année et de la renouveler au terme. Bien évidemment, voilà, il faut en parler avec vos correspondants, votre correspondant UGAP, avec les associés, avec notre partenaire, pour que cela puisse se mettre en place. C'est très clair. Alors, je pense que ça sera la question de la fin, parce que voilà, il va être 11 heures. Je vais conclure ce webinaire en vous remerciant d'y avoir participé, en remerciant nos différents intervenants. Et bien évidemment, n'hésitez pas à répondre au petit questionnaire qui vous sera envoyé. Et surtout, on se permettra de reprendre contact avec vous pour poursuivre les échanges. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt.